Les chiffres glaçants parlent d'eux-mêmes, puisque sur 16 000 habitants, notre ville n'en compte plus que 4 000 le 13 octobre. Nous rendons hommage aujourd'hui à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la paix. Nous rendons un hommage appuyé au courage du sénateur-maire de l'époque, Georges Herman, aux habitants de Laon qui ont subi les bombardements, les évacuations, à la solidarité humaine devant les épreuves qui effacent l'égoïsme. Pour nous souvenir et nous replonger par l'esprit dans cette histoire, rappelons ici quelques dates. Le 1er août 1914, c'est la mobilisation générale. Le 25 août, les magasins ferment, l'exode de la population commence. Le 30 août, les dernières administrations quittent la ville et le lendemain, le dernier train quitte la gare de Laon. Le 2 septembre, les Allemands franchissent les frontières de notre cité. Le maire, Georges Herman, valeureux, refuse de descendre en ville basse pour accueillir l'occupant. Il attend l'ennemi dans son bureau de l'hôtel de ville, ceint de l'écharpe tricolore, et lui fait face avec dignité. Le lendemain, des officiers supérieurs en armes, flanqués de soldats baïonnettes au canon, envahissent le cabinet du maire et imposent une réquisition exorbitante en pain, en lard, en riz, en café, en sel, en avoine, en tabac, sous peine d'exécution militaire. Le maire refuse et sous la menace, il prononcera alors ces paroles. Pourquoi tout cet appareil militaire vis-à-vis d'un homme désarmé? Si vous me faites fusiller, vous me conduisez à l'immortalité. Cela vaudrait mieux que de mourir dans quelques années, quelques mois peut-être, d'une maladie de cœur ou de foie. La ville vit désormais sous l'emprise allemande. La commandanture occupe une grande partie de l'hôtel de ville, laissant une petite part des locaux à la mairie. Déjà, une grande partie de la population s'est enfuie. En 1916, on fait état de 9 360 habitants seulement. La mort rôde autour des habitants. Le chemin des dames n'est qu'à une quinzaine de kilomètres. Jean Marquiset, avocat, auteur d'un ouvrage sur l'occupation allemande, parle ainsi des sifflements de mort qui nous font sursauter et nous mettent dans une nervosité extrême. L'occupation, mes chers amis, va durer 1502 jours, interminables et effroyables, marqués par de terribles événements. Le 4 mai 1916, à 10h15, se produit une terrible explosion à la citadelle où étaient entreposées de nombreuses munitions et mines. Des Lannois en sont victimes et les pertes sont lourdes chez l'occupant, 82 tués, 120 blessés. Le 3 mai 1917, le quartier de Montreuil est bombardé. Depuis quelques jours, les troupes françaises et alliées avaient entrepris le bombardement de l'ennemi avec des canons longue portée depuis la caserne du Champ-Saint-Martin jusqu'à ce matin où les obus tombent sur le quartier de Montreuil, tuant et blessant de nombreux habitants. Une jeune collégienne de Laon, Marie d'Autancourt, en fait ainsi le récit. Je me souviendrai toujours de la douleur avec laquelle j'ai quitté mon logis, le laissant sur le point d'être détruit, rasé d'un seul coup. Je me souviendrai surtout de l'angoisse dans laquelle me plongea la pensée de ces êtres, un instant auparavant plein de vie et de santé, et en une seconde hachés, décapités, amputés, et la menace d'avoir le même sort, tandis qu'un enfant de 5 ans, inconscient du danger qu'il courait, riait et jouait comme à l'ordinaire. Ô jour funeste, que de deuil, de peine et de misère tu as amené dans un endroit si paisible, où la guerre avait été jusque-là inconnue, où nous avions vécu préservés de ces maux. On pourrait aussi évoquer les événements du 1er avril 1918, nuit troublée par les bombardements qui éventrent la première travée de la nef et de la sacristie de l'église Saint-Martin. Un convoi funèbre est frappé en pleine journée d'un obus, tuant 13 personnes et conduisant alors Georges Herman à prendre des mesures exceptionnelles en interdisant les convois funèbres pour emmener les personnes décédées au cimetière. Pillages, vexations, brimades, restrictions alimentaires auront caractérisé toutes ces années d'occupation. En janvier 1915, notre bon Georges Herman part en Suisse pour tenter de ravitailler notre région et ses populations sous disette. Il quitte une ville morte, un tombeau, dit-on. Il revient en avril 1915 en ayant obtenu la constitution du comité d'alimentation du nord de la France et la certitude d'être suivi par les premiers wagons de farine. Tous reconnaîtront la conduite admirable de Georges Herman pendant la guerre
tenant des positions fermes vis-à-vis de l'ennemi, tout en faisant preuve de finesse et de diplomatie pour préserver les Danois des exactions allemandes. Son autorité et sa droiture imposeront à l'ennemi un respect certain. Arrive enfin le temps inespéré de la libération. C'est le 10 juillet 1918 que l'offensive de la 10e armée, conduite par le général Mangin, est lancée dans la région. Il brise l'ennemi à Villers-Cotterêts le 18 juillet. Soissons est libéré le 3 août. Début septembre, c'est Coucy-Château et le 2 octobre, Saint-Quentin. L'aviation fait des incursions pendant tout le mois de septembre au-dessus de Laon, début octobre également. De nombreux immeubles sont touchés sur le plateau, en particulier l'hôtel de ville, le théâtre, frappé le 6 octobre en pleine représentation. Tous les hommes mobilisables de 17 à 51 ans sont réquisitionnés le 8 et sont emmenés dans des colonnes d'ouvriers le 9 octobre dans des cantons au nord de Laon. 14 otages sont retenus à Vervins. Le 11 octobre, le sénateur-maire, Georges Hermont, et son secrétaire général sont emmenés comme otages par les Allemands en Thiérache. Ils ne seront délivrés que le 8 novembre à Vervins, tandis que les habitants de Chambry, Aulnois, Barenton et les autres villages sont ramenés à Laon par les Allemands. Les explosions se multiplient. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, les Allemands font sauter à veau le viaduc du tramway et fuient la ville, non sans avoir déposé des mines et des bombes en ville. Le 13 octobre matin, une patrouille du 25e régiment de chasseurs à pied, sous le commandement du lieutenant Sourcillat, entre à Laon par la porte Saint-Martin, avant d'être suivi par le bataillon, puis d'autres régiments. Déjà, des drapeaux ornent les maisons et des fleurs sont offertes aux soldats. Un souffle de joie et de liberté, de fierté, bombait les poitrines de nos fiers chasseurs. L'après-midi, c'est au tour du général Mangin de quitter son quartier général près de Soissons pour arriver à Laon. Il franchit la porte d'Ardon et rejoint l'hôtel de ville par les rues de Signé, des Cordeliers et de la préfecture. Il y reste environ 1 heure. Les tablettes de laine du 10 novembre 1923 rapportent les impressions de Gabriel Anoto, autre témoin de ces temps troublés, bien peiné de voir que nos amis de la ville ont sur la figure les traces d'une misère physiologique indiscutable. Ils nous regardent avec surprise, les Danois, et s'habituent à peine à leur joie. On les avait saignés à blanc. C'est à peine s'ils retrouvent la force de supporter leur bonheur. Paul Doumer arrive à Laon vers 18h à l'hôtel de ville, puis quelques jours, les habitants reçoivent les visites de Georges Clémenceau, qui caresse la joue des enfants, et de Raymond Poincaré. Le 17 octobre 1920, la ville de Laon va recevoir des mains du général Mangin la croix de guerre, avec le motif suivant: rester sous la domination allemande pendant la presque totalité des hostilités, à supporter vaillamment toutes les épreuves de la guerre, faisant preuve d'une fermeté d'âme et d'un courage admirable. Il prononce à l'occasion ces quelques mots à la foule massée sur la place de l'hôtel de ville. De ce plateau, d'où Laon domine toute la contrée, vous n'avez jamais cessé de faire briller comme un phare votre constance dans la terrible épreuve et votre certitude de la victoire, et je n'ai jamais cessé de l'apercevoir au-delà de nos lignes, entre les 4 tours de votre cathédrale dominant le chemin des dames. Cette histoire, notre histoire, celle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ne doit pas tomber dans l'oubli. Nous ne devons jamais oublier que la paix est notre bien le plus précieux et que nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Nous n'oublions pas les grandes figures qui, par leur courage, ont incarné la résistance à l'ennemi. Nous n'oublions pas les héros anonymes qui ont sauvé des vies. Nous n'oublions pas Suzanne Noël, née à Laon, chirurgienne pionnière dans la réparation des grandes gueules, des gueules cassées. Nous n'oublions pas l'aide et le secours apportés par la ville de Lyon, marraine de guerre de notre cité martyre, par délibération en date du 17 décembre 1917. Nous sommes ainsi très touchés de la présence aujourd'hui à nos côtés de Jean-Dominique Durand, adjoint maire de Lyon, délégué au patrimoine, à la mémoire aux anciens combattants et au culte. Avant de lui laisser la parole, je souhaite très sincèrement remercier l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour cette commémoration du centenaire de la libération de notre ville. Merci à vous, Monsieur le Préfet, merci aux élus, particulièrement à mon adjointe, Marie-France Doyer, qui s'est occupée de la bonne organisation de cette manifestation. Merci à l'ensemble des autorités civiles et militaires, merci aux services municipaux pour leur beau et grand travail, et bien entendu, un grand merci à vous, Lannoises et Lannois, présents aujourd'hui. Ce rassemblement éminemment symbolique doit chaque jour nous rappeler que nous devons affirmer et faire vivre notre devise républicaine: liberté, égalité, fraternité.